Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un chapitre de l'histoire des sciences qui est souvent laissé de côté. Une histoire qui, en fait, change pas mal notre vision des grandes découvertes et de leurs véritables origines. Quand on pense aux géants de la science, c'est vrai, ces noms-là nous viennent tout de suite en tête. Ils ont littéralement sculpté notre compréhension du monde. Mais cette liste, aussi impressionnante soit-elle, elle est incomplète. Elle raconte une histoire vue principalement d'Occident. Pour moi, cette quête a une résonance toute particulière. Mon père est irakien, ma mère est anglaise, j'ai grandi à Bagdad et j'ai toujours été passionnée de science. Sauf que voilà, les héros qu'on voyait dans les manuels, ils semblaient venir d'un monde qui n'était pas le mien. Newton, Einstein, des figures incroyables bien sûr, mais qui ne reflétaient rien de mon héritage. J'ai toujours eu l'impression qu'il manquait une pièce au puzzle. Pour commencer à retrouver cette pièce manquante, regardons juste quelques mots. Des mots qu'on utilise tous les jours en science. Algèbre, algorithme, alcali. Ça nous dit quelque chose, n'est-ce pas? Et voilà le premier indice. Ces termes qui sont à la base de nos mathématiques, de notre informatique, de notre chimie, ils sont tous dérivés de la langue arabe. C'est un peu la porte d'entrée vers une époque scientifique absolument foisonnante qu'on a un peu trop tendance à oublier. Alors, comment est-ce qu'on en est d'arriver là? Tout commence avec la naissance d'un nouvel empire et un projet intellectuel d'une ambition assez folle, ce qu'on appelle le grand mouvement de traduction. Remontons un peu le temps. Au 7e siècle, l'islam émerge et unifie la péninsule arabique. L'expansion est fulgurante. En quelques décennies à peine, un immense empire voit le jour. Et en 772, une nouvelle capitale est construite au cœur de cet empire, Bagdad. Très vite, les dirigeants, les califes, comprennent une chose. Pour gouverner un territoire aussi immense et aussi varié, la force militaire, ça ne suffit pas. Le savoir, c'est la clé. Le premier gros défi, c'était la communication. Imaginez des peuples parlant des dizaines de langues différentes. Comment on administre tout ça? Un calife, Abd el-Malik, prend alors une décision qui va avoir des conséquences énormes et inattendues. Il impose l'arabe comme langue officielle pour toute l'administration. Cette unification par la langue coïncide avec une motivation culturelle et religieuse très forte. Il y a ce fameux hadith, une parole attribuée au prophète, qui encourage les croyants à chercher la connaissance absolument partout où elle se trouve. L'idée, c'était que comprendre le monde, c'était aussi comprendre l'œuvre de Dieu. Et cette quête du savoir, attention, ce n'était pas juste de belles paroles. Les califes y ont investi des sommes colossales. Pour vous donner une idée, les meilleurs traducteurs, ceux qui allaient chercher et traduire les manuscrits grecs, persans ou indiens en arabe, étaient payés une véritable fortune. On raconte même que le calife Al-Mamoun payait aux traducteurs le poids des livres qu'ils traduisaient en or. Ce mouvement a permis des avancées spectaculaires dans plein de domaines. Mais commençons par les mathématiques, parce que leurs innovations sont vraiment au cœur de notre technologie d'aujourd'hui. Avant cette période, en Europe, on utilisait surtout les chiffres romains. Alors, essayez juste pour voir de faire une multiplication comme celle-ci. C'est possible, mais c'est un vrai casse-tête. Les savants de Bagdad, eux, ont popularisé un système beaucoup plus malin, qui venait d'Inde, les chiffres que l'on appelle aujourd'hui arabes. Avec juste 10 symboles, de 0 à 9, n'importe quel nombre devenait facile à écrire et les calculs limpides. C'est dans ce contexte qu'un mathématicien persan de Bagdad, un certain Al-Khawarizmi, a mis au point une méthode complètement nouvelle. Il l'a appelée Al-Jabra, ce qui veut dire quelque chose comme restauration ou réduction. L'idée de génie, c'était de pouvoir résoudre des problèmes non pas avec des nombres précis, mais avec des symboles abstraits, comme notre fameux X. L'algèbre était née. Mais le point qui est vraiment crucial ici, c'est qu'Al-Khwarizmi n'a pas seulement résolu des problèmes, il a créé des méthodes pour les résoudre, des procédures, des recettes, étape par étape. Et son influence a été tellement énorme que son propre nom, une fois latinisé en algorithmie, est devenu le mot qu'on utilise aujourd'hui pour ces procédures, un algorithme. Allez, on quitte les maths pour passer à un autre domaine qui a été complètement transformé par cette soif de connaissance, la médecine. À cette époque, la médecine était en grande partie un héritage des Grecs, en particulier de leur théorie des 4 humeurs. On pensait que la santé dépendait de l'équilibre de 4 fluides dans le corps. Par exemple, si on avait trop de bile noire, on devenait mélancolique. Les médecins de l'Empire islamique ont donc traduit et étudié ces textes grecs avec beaucoup de soin, mais ils ne se sont pas arrêtés là. Fidèles à l'esprit de l'époque, ils ont cherché des connaissances partout, en intégrant des remèdes venus d'Inde, des techniques de Chine, et surtout ils ont ajouté quelque chose d'essentiel, leurs propres observations cliniques. Cette approche a donné naissance à une institution complètement révolutionnaire, l'hôpital. Inspiré par le principe islamique de la charité, des établissements comme l'hôpital Nour al-Din à Damas ont vu le jour. C'étaient des lieux laïques, ouverts à tout le monde, quelle que soit la religion, et ils intégraient pour la toute première fois des pharmacies pour pouvoir donner les traitements directement sur place.
Les avancées étaient aussi très concrètes. Prenez la chirurgie de la cataracte. Les chirurgiens de l'époque ont perfectionné une technique incroyablement délicate. Avec une aiguille très fine, ils entraient dans l'œil pour déplacer le cristallin qui était devenu opaque. C'était une procédure très sophistiquée, avec un taux de réussite assez impressionnant pour l'époque. Le sommet de toute cette synthèse médicale, c'est l'œuvre d'Ibn Sina, qu'on connaît en Occident sous le nom d'Avicenne. Son canon de la médecine, c'était une encyclopédie monumentale qui organisait de façon systématique tout le savoir médical de l'époque. Son impact a été tel qu'il est resté le principal manuel de médecine dans les universités européennes pendant 600 ans. Alors, au final, que retenir de toute cette période? Au-delà des découvertes spécifiques, aussi géniales soient-elles, le véritable héritage est peut-être plus profond. Tenez, un dernier fait qui illustre parfaitement cette curiosité insatiable. On a souvent l'impression que les hiéroglyphes égyptiens sont restés un mystère total jusqu'à la pierre de Rosette au XIXe siècle. Eh bien, des recherches récentes montrent que des savants comme Ibn Washia avaient déjà réussi à déchiffrer près de la moitié de l'alphabet, presque 1000 ans plus tôt. Et c'est ça le point essentiel. La plus grande contribution de cet âge d'or de la science islamique, ce n'est pas l'algèbre, ni les hôpitaux, ni une invention en particulier. Non. C'est l'idée même que le savoir est un gigantesque puzzle mondial et que la tâche des scientifiques, c'est de rassembler les pièces, peu importe d'où elles viennent. Ces savants ont prouvé que la science dépasse les cultures et les religions. Ils ont pris le savoir grec, l'ont enrichi avec les connaissances indiennes, l'ont développé avec leurs propres observations et ensuite, ils l'ont transmis à l'Europe. Ils ont créé un pont et ils ont montré que la science est un langage universel qui appartient à toute l'humanité. Et tout ça nous laisse avec une question assez fascinante. Si une période aussi riche, aussi fondamentale a pu être en grande partie oubliée, quelles autres contributions, venues d'autres cultures, d'autres époques, attendent encore dans l'ombre qu'on vienne les redécouvrir? L'histoire des sciences est bien plus vaste et bien plus connectée qu'on ne le pense.